François Perrier ne le connaissait pas. Fellini, vous savez, en Italie, à l'époque, d'abord, il y avait très peu de films, à part les films américains et les films italiens. Il y avait très peu de films en version originale. Les Italiens n'étaient pas des grands cinéphiles comme nous étions déjà nous-mêmes. Et François Perrier le connaissait. Il cherchait un acteur parce qu'il y avait une coproduction avec film Marceau, je crois, Marceau co-signeur, il fallait absolument qu'il y ait un représentant du cinéma français important pour justifier l'apport de la coproduction. Alors il m'a dit qu'est-ce qu'on peut prendre comme acteur. Alors j'ai été, je ne pouvais pas lui décrire tous les acteurs, j'ai été au bureau d'Unifrance Film à Rome. Je leur ai dit, écoutez, voilà, Monsieur Fellini cherche un acteur français, je trouverai, prêtez-moi l'annuaire des acteurs français, le gros annuaire, le Bellefeuille, qui existe toujours d'ailleurs. Vous savez, le gros Bellefeuille, où il y a 50 ou 70 photos d'acteurs. Ils n'y sont pas tous, malheureusement. Mais je suis arrivé avec ça. Et à Unifrance, il m'a dit, mais on n'en a pas d'autres, il faudra nous le rendre. J'ai dû insister pour qu'on me le prête. Alors, donc, je suis arrivé avec ça. Fellini a commencé par arracher les pages du Bellefeuille pour sortir une dizaine de faces comme ça, de gens qu'il ne connaissait absolument pas. Il y avait Pierre Dux, je me rappelle. Il y avait Raymond Bussière. Et il y avait François Perrier. Alors, il les a accrochés. Il y avait, derrière son bureau, c'était une espèce de collage de plein de monstres, de tous les gens qui envoyaient des photos de Rome, des inconnus, des gens, des filles qui voulaient faire du cinéma. Alors, il y en avait qui laissaient... Chaque fois qu'il y avait une tête qui l'intéressait, il le collait. Ça ne voulait pas dire que cette personne ferait partie du film. Mais quand il rentrait dans le bureau, ça lui servait, ça l'inspirait, ça créait une espèce de paysage imaginaire, une espèce de film avant le film, si vous voulez. Alors, il a mis la photo de François Perrier parmi ces monstres, parmi cette galerie, et puis il a pris un crayon, puis il lui a dessiné une petite moustache. Bon. Puis on a attendu quelques jours, puis après il a dit, bah alors qui c'est Je dis, c'est François Perrier. Je dis, mais c'est un grand acteur. Ah bon, très bien, oui. Alors on a engagé François Perrier comme ça, sans problème. Les coproducteurs français étaient ravis de mettre une vedette, et ça s'est très très bien passé avec François Perrier. Perrier était le jeune premier vieillissant, le bon garçon, le bon petit Parisien moyen mais très sympathique, qui avait la sympathie de tout le monde. Et c'était la grande idée. Il ne savait pas qu'il était ça, Perrier. Mais c'était la grande idée du film, c'est qu'on voit François Perrier, on lui fait confiance, parce qu'on dit, oh, ben, c'est François Perrier. Et on sait bien, et on le sait très tard dans le film, que c'est le contraire, c'est le salaud absolu. Donc c'était une très bonne idée. Ça, c'est une des intuitions de Fellini, d'avoir pris quelqu'un qui inspirait confiance pour qu'il y ait qu'on garde le plus longtemps possible cette idée trompeuse vis-à-vis du personnage, vis-à-vis de Cabiria, vis-à-vis du public. Alors, il y a un moment, justement, c'est dans cette scène du restaurant, parce que François Perrier était très inquiet, parce qu'il a dit, mais alors moi, je joue un gentil, plus ça avançait, mais je dis, mais quand est-ce qu'on va... Moi, quand est-ce que je vais avoir le personnage que j'attends, c'est-à-dire le salaud, c'est ça qui m'intéresse. Et alors, donc, c'est dans cette scène du restaurant qu'il y a eu ce gros plan, ce que ne fait jamais Fellini, une espèce d'insert immense sur le front et le nez, qui répond à l'interrogation du regard de Cabiria, qui lui dit alors tu es heureux, ça va, ça y est, on a touché le bonheur. Et lui, il regarde le sac et il y a ce gros plan. Évidemment, là, on peut voir autre chose dans ce gros plan. C'est l'écriture cinématographique. Le fait de donner tellement d'importance à un regard, ça veut dire qu'il y a autre chose à y découvrir. Et alors, Perrier était rassuré. Il dit, ah ben, à partir de ce moment-là, le spectateur peut peut-être comprendre qu'il y a autre chose dans mon personnage. C'est pas un personnage de fiancé fade, voilà, qui tombe amoureux d'une petite prostituée qui veut la sauver. Étant ami de Fellini, j'ai tout de suite eu la sympathie de Giulietta. C'est-à-dire qu'elle avait complètement confiance en moi. Il n'y avait pas de... Peut-être que les autres assistants pouvaient, mais ils ne le montraient pas, avoir une espèce de jalousie pour cette intrusion comme ça, et être tout d'un coup le dauphin, le dernier arrivé, être le dauphin d'une équipe. Ça pouvait exciter. Mais j'ai été très bien reçu. Je ne sais pas si c'est par une gentillesse naturelle ou si parce qu'ils se disaient que de toute façon il valait mieux être bien avec moi parce que j'avais une espèce d'influence, ce côté éminence grise auprès de lui. Mais enfin, j'ai été accepté d'une façon merveilleuse. Alors avec Giulietta Masina, j'ai eu une vraie amitié. Alors je veux dire qu'avec Giulietta Masina, c'est peut-être la seule personne avec qui Fellini, directeur d'acteur, était assez dur.
Peut-être parce que c'était sa femme, il voulait ne pas lui faire profiter d'une espèce de régime de faveur. Alors, si vous voulez, je me rappelle de deux scènes très difficiles. L'une dans la villa de l'acteur, de Amedeo Nazari, quand pour frimer un peu, l'acteur voit que c'est une fille très simple, qui ne sait rien, qui ne connaît rien, et il lui met un disque, le tourne-disque, une symphonie de Beethoven, la cinquième de Beethoven. Alors il lui dit, alors il est assise là comme une pauvre petite chose sur un tabouret, parce qu'elle n'ose pas s'avancer, elle ne sait pas ce qui va se passer dans ce rapt. Et il lui met le disque de la cinquième et il lui dit la quinta, c'est-à-dire la cinquième. Alors, évidemment, ça ne lui dit pas grand-chose. Alors il lui dit ti piace? Et Giulietta dit beh, è un genere, c'est un genre, c'est vraiment, c'est pas trop. Et alors là, il lui a fait recommencer, je ne sais pas, peut-être 12 ou 15 fois, cette réplique uniquement en gros plan. Ce qui avait le don de lui faire retirer ses moyens à chaque prise un peu plus. De toute façon, c'est pas Bresson. Je veux dire, c'est pas la méthode Fellini. Je veux dire, il l'a fait parce que avec elle, il s'est dit, ben avec elle, je vais montrer que je suis très exigeant. Mais il n'y avait aucune différence entre la première prise. Moi, témoin, je ne voyais aucune différence entre la première prise et la 15e prise. Alors à la fin, naturellement, elle s'est mise à pleurer parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle a dit, écoute, moi je ne sais pas, je suis une petite comédienne, c'est tout ce que je sais faire, je ne peux pas faire mieux. Alors on l'a refait une 16e fois. Puis il a dit, bon, ça va. Donc là, c'est arrivé une autre fois avec François Périer, dans la scène où François Périer comprend qu'elle a cette scène au restaurant, au bord du lac. Alors il y a des répliques, je ne me souviens pas quelle réplique, il va faire recommencer aussi. C'est très gênant, François Périer ne savait pas comment faire pour que ça ne se passe pas trop mal. Et là aussi, elle a eu une espèce de crise, elle n'en pouvait plus de répéter 15 ou 20 fois les mêmes répliques, sans qu'ils lui disent pourquoi ça n'allait pas. Sinon, le tournage avec Fellini, tout le monde l'a dit, aussi bien Anouk Aimée que tous les acteurs qui l'ont approché, c'était un enchantement. C'est-à-dire on a l'impression de ne pas travailler. C'est-à-dire on a l'impression qu'on était les invités d'un grand personnage qui vous faisait partager un festin. On ne savait pas quand on tournait, quand on ne tournait pas, tellement il avait l'art de mettre les gens à l'aise et c'était un enchantement. D'ailleurs, Anouk Aimée était tellement enchantée qu'elle refusait, après les 2 films qu'elle a fait avec lui, elle refusait tous les films. Elle dit mais non, je ne peux pas accepter. Imaginez que Fellini m'appelle et me dise viens, il y a un petit rôle pour toi. Ben, vous pensez, j'en serais malade Donc c'était le charme absolu. On avait un surnom aussi, on l'appelait Il Faro, ça veut dire le phare. Vous voyez, donc il y avait une espèce de... Il y avait une atmosphère un petit peu de cour, évidemment, aussi. C'est-à-dire tout tournait autour de lui et il était un peu le chorégraphe de ce ballet de courtisans. Mais tout ça se passait sans bassesse, vraiment sans bassesse, mais avec un charme, le charme d'un ballet de cour. C'est-à-dire tout le monde... Et alors depuis jusqu'au dernier figurant qu'il connaissait par son nom, non, vraiment, il y avait une chaleur humaine extraordinaire. Mais ça, tout le monde... Dino De Laurentiis a récupéré Fellini et c'était une très bonne affaire parce qu'il peut s'en féliciter à la suite des difficultés qu'avait Fellini à trouver un producteur. C'était à chaque fois, et ça a continué bien après que je ne quitte l'équipe de Fellini, Fellini a eu des problèmes épouvantables pour trouver un producteur. On n'arrive pas à le réaliser, mais moi j'ai été témoin pour les 3 films pour lesquels j'étais assistant. On attendait, on était au bureau de production et on changeait de producteur et ça ne marchait pas et on n'avait pas de producteur et on essayait avec un autre et ça ne marchait pas et c'est une chose complètement ahurissante, les difficultés. D'ailleurs, Visconti a eu les mêmes problèmes. Ça, c'est inhérent peut-être au cinéma italien ou peut-être au coût de ces films-là. Évidemment, c'est des films qui coûtaient très cher, qui coûtaient beaucoup plus cher que la moyenne des films. Mais enfin... Des films ambitieux, effectivement. Donc, Dino De Laurentiis, le producteur du film précédent, Il Bidone, donc, la Titanus, Lombardo, n'a pas voulu faire le film. Je crois que c'est parce qu'il ne croyait pas en Giulietta Masina comme actrice de premier plan. Et ce qu'elle n'était pas d'ailleurs, elle avait une carrière avant, mais elle avait tourné avec Rossellini et des petits films avec Fellini, des petits rôles avec Fellini, mais elle n'avait jamais... oui, elle avait fait La Strada, bien sûr.
Mais alors, la Strada, c'était Dino De Laurentiis et Ponti, déjà, c'est ça, voilà. Alors, après, il y a eu Lombardo, et après, il a récupéré Fellini, et il s'en est félicité. Ça s'est passé très, très bien. Il venait au tournage. Il n'était pas du tout despotique, il faisait confiance à Fellini. Et après, je crois qu'ils n'ont plus. Je ne sais pas s'ils ont fait des films ensemble. C'était un faux despote, Dino De Laurentiis. Il avait un côté un petit peu bonaparto mussolinien comme ça. Il avait un air comme ça très, très sévère, très préoccupé, comme ça un petit peu. Pour un peu, il a eu sa main dans la chemise, comme ça pour faire le tyran. Mais je crois que c'était un genre. Il était napolitain. Et puis alors il y avait la Smala, c'est-à-dire il y avait son frère qui est une personnalité beaucoup plus effacée, mais qu'il avait mis comme directeur de production parce qu'il fallait c'est le côté méridional. Il fallait que la famille soit là. Puis il faisait travailler beaucoup Silvana Mangano dans ses films. En fait, c'est une affaire un peu de famille, mais moi je le félicite d'avoir fait ces films. Et puis surtout, Silvana Mangano n'a pas fait du tout une carrière de femme de producteur. Je veux dire, elle a fait une carrière de grande actrice merveilleuse. Donc il a eu du flair en épousant Silvana, il a eu du flair en faisant confiance à Federico. Donc c'est un grand producteur, un grand bonhomme. Une grande scène, la grande scène, qui durait peut-être dans le film, qui est très important, c'est le pèlerinage du Divin Amore, que font ces prostituées pour demander la guérison de leur oncle qui est un estropié. Donc vous voyez ce mélange de prostitution, de vie comme ça, de réprouvée, disons, et de foi. Ça c'est tout à fait catholique d'une part, et encore plus italien et encore plus romain. Et ça c'est une conjoncture, si vous voulez, qui est très fellinienne. Donc, c'est tout à fait sincèrement que tout ce petit groupe de prostituées, ce mélange d'ailleurs de gens pieux, va au Divino Amor. C'était un endroit connu des Romains où on va en pèlerinage, où il y a des cantiques d'ailleurs spécifiques à la Vierge. Alors, on s'est installé là-bas. Ça fait un scandale énorme parce qu'il y avait des gens qui venaient en vrai pèlerinage et puis il y avait le faux pèlerinage de Fellini. Alors, j'aime autant vous dire que ça a été épouvantable. Il y avait des Américains d'ailleurs, des Américaines catholiques qui se sont mis à pousser des hurlements quand elles ont vu ces filles arriver avec le rouge à lèvres jusqu'au nez, les décolletés, les barésies, etc. Alors, donc, il a fallu arrêter le film au bout d'une demi-journée parce qu'elles se sont plaintes aux prêtres qui faisaient semblant de ne pas voir, où ils ont dû être payés pour avoir le droit de tourner là. Donc ça a fait toute une histoire épouvantable avec des archevêques du coin. Enfin bon, on a arrêté le film. Puis finalement, il y a eu des conciliabules. Je n'ai pas très bien compris comment on a arrangé les choses. On a demandé au prêtre, je ne sais pas si c'est le curé ou c'est le responsable du pèlerinage, du lieu, du sanctuaire. On lui a dit, c'est très bien, écoutez, finalement, ce sont des grands pécheurs que vous avez là. Vous ne devez pas, vous êtes catholique, vous êtes chrétien, vous allez essayer de les convertir, vous allez leur faire un grand prêche. Donc on va tourner, vous allez monter en chair et devant tous ces gens, vous allez leur parler du péché, de la rédemption, du miracle et de la grâce divine. Donc on a vu, un peu stupéfait, on a tourné, ou on n'a pas tourné, j'en sais rien, je crois qu'on a tourné donc une longue séquence qui est le prêche de ce brave curé dont on s'est complètement moqué. Et après, au prix de quoi on a pu continuer le tournage, grâce au sermon du prêtre. Voilà, ça c'est bon. Alors il y a plein d'anecdotes parce qu'on est resté, je ne sais pas, peut-être 3 semaines au Divino Amor. Ça a été un tournage interminable, très agréable, très fatigant. Et dans ce Divin Amour, donc ça a duré très très longtemps. Et il n'y avait pas que des acteurs, il y avait beaucoup. Dans les prostituées, il y avait des gens qui n'étaient pas du tout prostitués. Et puis tout le monde faisait un petit rôle. Moi j'ai retrouvé une photo, je faisais un prêtre qui conduisait une. Voilà, c'est amusant, je me vois en curé italien. Donc si ça vous intéresse, vous le prendrez tout à l'heure. Et le scandale de Divin Amour ne s'est pas résolu très, très facilement, beaucoup plus difficilement que je vous ai dit tout à l'heure. Il a fallu interrompre le film et il a fallu faire intervenir des prélats. Et je me souviens qu'on a été voir un
Monsignore et un évêque qui était le cardinal Siri, qui est devenu après le cardinal archevêque de Gênes, un très grand personnage, très intelligent d'ailleurs, et qui a failli être pape d'ailleurs, à la place de Jean XXIII. Donc c'était un personnage très, très important que Fellini a convaincu de ne pas interdire le tournage dans ce sanctuaire. Donc après toutes ces démarches, on a pu tranquillement tourner. Vis-à-vis de l'Église catholique, Fellini n'était pas suspect, il était suspect. Avec la Dolce Vita, il y a eu des problèmes, parce que la Dolce Vita, c'était tout à fait une autre ambiance. Mais on peut dire que dans les Nuits de Cabiria, il y a un côté tout de même humanité profonde, un peu dostoïevskienne. Il y a un côté évangélique, il y a un sentiment de la grâce divine, de la rédemption, qui fait que... le film, au contraire, est passé pour un film au contraire chrétien. Il a été vu en France, en tout cas, et en Italie, après un peu d'hésitation, un peu de gêne, comme un film catholique. Donc il y a une séquence, justement, qui n'existe plus maintenant, qui, je crois, a été retrouvée justement à Paris. C'est la séquence de l'homme au sac qu'on a tourné, je m'en souviens absolument très bien. C'est un personnage que je n'ai pas rencontré, mais dont on parlait à Rome, qui était un bienfaiteur, un homme qui passait son temps à secourir les gens dans des terrains vagues. Il se baladait avec un sac plein de victuailles et d'objets de première nécessité. C'est pour ça qu'on l'appelait l'homme au sac. Donc Fellini avait entendu parler de cet homme, ça l'avait impressionné. C'était un petit peu le pendant en France, il y a eu l'abbé Pierre, un peu à la même époque, qui a fait beaucoup parler de lui pour son dévouement à la misère. Donc il a imaginé de le représenter dans le film, et il a fait appel, encore une fois, pas à un acteur, mais à son monteur, tout simplement son monteur, avec qui il était en contact tous les jours déjà, puisqu'on montait au fur et à mesure le film. Il a demandé donc à Leo Catozzo, qui était son monteur, qui était complètement sidéré, qui n'avait jamais apparu à l'écran, de jouer l'homme au sac. À un moment, il avait même pensé à ce que je joue son acolyte, parce que l'homme au sac se baladait avec un ou deux jeunes gens qui aidaient à porter les victuailles. Et puis après, il l'a fait seul. Donc on a tourné dans des endroits réels où l'homme au sac opérait. C'était dans les environs de Rome. Il y avait des terrains vagues avec des espèces d'excavations, des cavernes naturelles dans lesquelles vivaient des pauvres femmes, des vieilles femmes qui souvent étaient d'anciennes prostituées. Et je crois que c'est ce genre de personnages qui ont vraiment interprété le rôle des gens secourus par l'homme au sac. Donc on a tourné cette séquence, qui n'était pas une très longue séquence, mais je m'en souviens très bien. Et puis, ça a été monté dans le film. Moi, je suis rentré en France et je suis descendu à Cannes pour le festival, je ne sais pas si c'était 57 ou 56, je ne sais pas, pour la première mondiale du film. Et j'ai constaté qu'il n'y avait pas la séquence de l'homme au sac. Mais il y a d'autres choses d'ailleurs qu'il n'y avait pas. Enfin, il y avait des petites modifications par rapport au premier montage, et je ne m'en suis pas inquiété. Et Fellini m'a dit qu'en accord avec Dino De Laurentiis, bon, il craignait beaucoup. Ils attachaient beaucoup d'importance à l'accueil du Festival de Cannes, qui était très surexcité, assez mondain. C'est un public dangereux, et ils ne voulaient pas faire trop long, je crois, et donc ils ont coupé cette séquence. Voilà. Après, on a dit, et j'étais très étonné d'apprendre qu'on a dit que ça avait été coupé pour des raisons de censure de l'Église catholique. Alors là, moi, je n'ai jamais entendu parler de ça, et d'ailleurs, je ne vois pas en quoi la représentation d'un homme charitable qui fait la charité puisse faire du tort à l'Église catholique, et puis que ça puisse créer un problème. Là, je n'ai pas compris. Mais ça, on m'en a parlé l'année dernière, quand on m'a déjà interviewé au sujet de cette nouvelle version des Nuits de Cabiria aux États-Unis, dans laquelle on avait réinséré la séquence de l'homme au sac qu'on avait retrouvée à Paris. Tout a commencé pour moi à Venise, lorsqu'on a présenté au festival La Strada.
Je ne savais rien de Fellini, je n'avais vu aucun de ses films, mais j'étais absolument... j'avais un appétit de film qui me faisait aller dans les festivals pour voir 3 ou 4 films par jour. Et j'ai vu dans la grande salle, la Strada, j'étais dans les premiers rangs parce que la salle était pleine. Et dès les premières images, j'étais complètement suffoqué par la beauté du film, la densité poétique. Et jusqu'à la dernière image, j'ai eu la sensation seconde, si vous voulez, tout en suivant le film, que j'assistais à quelque chose de bouleversant qui allait marquer ma vie. Et je ne me suis pas aperçu que ce film qui m'a enthousiasmé a beaucoup déçu le public. Mais j'étais dans les premiers rangs et j'étais tellement hypnotisé par les images que je sentais qu'il se passait quelque chose dans la salle, mais je ne savais pas quoi. Mais vers le dernier quart d'heure du film, j'ai quand même été attiré, mon attention a été attirée par le fait qu'il y avait comme une espèce de long sifflet, comme un sifflet de locomotive, mais qui n'en finissait pas. C'était des gens tout simplement qui ne pouvaient pas supporter le film et qui sifflaient. Et quand la lumière est revenue, moi j'étais dans un état complètement liquéfié par l'émotion, je me suis retourné, la salle était à moitié vide. Alors, je me suis dit, c'est un grand jour dans ma vie. Il doit y avoir quelque part un monsieur Fellini qui doit être très malheureux et qui sache au moins, il fallait qu'il sache au moins qu'il y ait au moins une personne qui a reçu à 100% son film. Donc je me suis inquiété de savoir où était l'auteur du film. Et on m'a dit, voilà, c'est ce monsieur-là qui est là-bas. Je suis sorti de la salle, il marchait très vite. J'ai vu un grand monsieur, comme ça, déjà un peu voûté. Et derrière lui, une petite bonne femme que j'ai reconnue être Gelsomina, c'est-à-dire Giulietta Masina, dans une grande robe, une espèce de tutu de danseuse, comme ça, un petit peu démodée, un petit peu ridicule. Et elle pleurait à chaudes larmes, et son visage était ruisselant. Je lui ai demandé qui est monsieur Fellini. Elle me dit, c'est lui. Alors j'ai abordé Fellini, je lui ai dit, est-ce que vous parlez français? Il me dit non, d'un air plutôt désagréable. J'ai insisté parce qu'à cet âge-là, on est très têtu, très obstiné et on ne doute de rien. Et je lui ai dit, écoutez, en français quand même, mais il l'a compris. Voilà, c'est le plus beau film du festival et c'est peut-être le plus beau film que j'ai jamais vu. Puis je l'ai laissé à sa consternation et à son chagrin. Puis après, je l'ai revu 2 jours après, ça allait un peu mieux. Et on a parlé, il y a une grande sympathie qui nous a liés. Et je ne vais pas raconter toute notre histoire d'amitié qui a duré très longtemps, mais qui a été opérationnelle pendant 5 ans, puisque je suis resté 5 ans son assistant pour 3 films qui sont Il Bidone et Les Nuits de Cabiria et La Dolce Vita. C'était la même année, on avait présenté Senso de Visconti, et il y avait, moi je faisais pas partie de cette contestation, de cette bagarre. Les assistants de Visconti, qui étaient Rosi et Zeffirelli, je ne sais pas si c'est à l'instigation de Visconti ou de Motu Proprio, avaient fait du scandale justement, ça fait partie de ces gens qui avaient manifesté leur réprobation pendant le film. Donc, les assistants de Fellini, il y avait une espèce de guerre, si vous voulez, entre eux, de bagarre, ça a été jusqu'aux mains entre les assistants de Fellini et les assistants de Visconti. Et d'ailleurs, la guerre entre Visconti et Fellini a duré très 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 longtemps. Quand j'étais assistant de Fellini, il ne fallait pas parler de Visconti. Un jour, j'ai eu le malheur de lui dire que j'avais vu Senso et que c'était un beau film. Il m'a regardé en me disant, mais tu es malade, c'est pas possible, qu'est-ce qui t'arrive? Voilà, donc j'ai pu recommencer. Mais j'ai su après, très peu de temps avant à la mort de Visconti, je sais que Fellini s'était manifesté d'une façon très très sympathique et j'étais très content de voir qu'il y avait quand même une réconciliation de ces 2 grands bons hommes. Alors, pour revenir en arrière, moi, je suis revenu à Paris, bien sûr, après. Et j'attendais le signe de Fellini parce que je lui avais dit, je voudrais faire du cinéma, évidemment, être votre assistant, être ton assistant parce qu'il m'a tout de suite tutoyé. Alors donc je l'ai tutoyé, ce qui n'était pas du tout dans les habitudes françaises à l'époque, et encore moins de mon éducation, de mon style de vie. Mais enfin, bon, j'ai été projeté dans des rapports humains que je n'avais jamais connus avec personne, c'est-à-dire quelque chose de très intime, de très direct, très intense. Très loin des rapports justement que je vivais à Paris, même avec mes parents, mais mes amis. Et j'attendais le signe donc de Fellini. Un jour, il m'a envoyé un télégramme. J'y croyais plus d'ailleurs. Non, parce que ça s'est passé très très mal. Il m'a envoyé une première lettre en me disant qu'il ne pouvait pas me prendre parce qu'il y avait des lois, c'était un petit peu un alibi, qui interdisaient de prendre des étrangers, de payer des étrangers.
J'étais très, très malheureux. Puis quelques jours après, il était pris d'un remords. Je lui ai écrit une lettre qui lui a plu, je ne sais pas. Ce n'était pas du tout calculé, mais enfin, souvent les choses sincères sont plus payantes que les calculs. J'ai reçu un télégramme là, qui est là où il me dit de venir. Alors je ne sais pas si ça vaut la peine que je le lise. Ou, en tout cas, il me dit je t'attends, tu viens, dès que tu arrives, téléphone-moi. Et voilà, et l'aventure a commencé. J'ai pris le train en marche parce que le film était commencé depuis 8 jours, c'est ce qu'il me dit dans son télégramme. Et voilà, je suis resté donc assistant privilégié, assistant sans être assistant, c'est-à-dire que je ne savais pas très bien ce qu'il attendait de moi parce que je ne parlais même pas très mal l'italien. On a vu arriver dans l'équipe ce Français, ce petit Français, Francesino, comme il disait, on se demandait ce qu'il venait faire. Et moi aussi, j'étais un petit peu embarrassé. Il a fallu beaucoup de temps pour que j'essaie de comprendre ce qu'il attendait de moi. Pas un assistana traditionnel du tout, puisqu'il avait son équipe qui était beaucoup plus efficace que moi, bien que j'étais complètement disposé à faire tout ce qu'il voulait pour l'aider. Ça a eu un intérêt un petit peu plus grand pour le film quand il y a eu des acteurs français qui sont arrivés comme François Perrier. Et après, pour les autres films, il y avait beaucoup de Français, Anouk Aimé, etc. Donc là, j'avais un peu ces spécialités-là. Mais ma spécialité, le fait qu'il avait envie de m'avoir auprès de lui, c'est toujours été pour moi quelque chose de très mystérieux. Et je m'interroge encore maintenant, après sa mort, pour savoir comment expliquer cette aventure, mon aventure fellinienne, parce qu'évidemment, ce n'était pas évident qu'on fasse venir un garçon. Je ne pensais pas que j'étais irremplaçable du tout, mais il m'a attribué sans doute quelque chose de presque superstitieux, si vous voulez. Je représentais une espèce de gris-gris, enfin, vous voyez, une espèce de porte-bonheur. Une espèce de don dont je n'avais pas la conscience. Et c'est dans La Nuit de Cabiria et dans Il Bidone, je pense qu'il avait cette espèce de registre de couleurs, si vous voulez, que j'apportais, qui lui paraissait, pour moi très banal, mais qui lui paraissait très, très, très exotique pour lui, parce que je venais d'un autre monde et j'avais des résonances sans doute qui l'intéressaient, avec beaucoup moins d'importance dans la Dolce Vita. D'ailleurs, c'était le dernier film que j'ai fait avec lui, parce que le monde de la Dolce Vita était très différent de celui des Nuits de Cabiria et d'Il Bidone. Une connotation, je dirais, si je veux aller un peu plus loin pour expliquer, de spiritualité sans doute. D'ailleurs, c'est très amusant parce qu'il y avait toujours, quand il faisait des caricatures de moi, il me mettait des ailes sur le dos, il me mettait une auréole derrière la tête. Quand il m'a fait faire quelque chose dans les Nuits de Cabiria, il m'a mis en prêtre, vous voyez, au pèlerinage du Divino Amore. Donc, je représentais pour lui, je ne sais pas, sans doute une espèce de pureté, comme ça, de l'adolescence, voilà, dont il s'est servi sans que je m'en rende compte. Et de temps en temps, à la fin d'une séquence, il se retournait vers moi comme ça. Il se retournait pour regarder quelle tête je faisais, comme pour sentir si j'étais content ou pas content. Donc voilà, pour moi, c'était complètement au-delà de toute espérance et de tout. Je vivais un conte de fées. Le fait d'avoir été désigné par ce grand génie, moi, le petit Français qui ne savait rien, j'avais l'impression d'avoir une espèce de baguette magique sans l'avoir entre les mains. Donc ça a duré 5 ans. Pasolini, j'ai vu arriver un jour ce jeune homme, comme ça, Pasolini, sur le tournage. Il n'était pas prévu dans la première équipe. Au départ, c'était Flaiano et Pinelli, qui étaient les collaborateurs attitrés, fidèles, que j'ai connus, avec qui je me suis lié d'amitié, avec qui on se faisait le scénario. Et puis, dans ce film, dans l'ambiance des Nuits de Cabiria, il y avait un milieu que ne connaissait ni Fellini, ni encore moins Pinelli et Flaiano, qui étaient des gens très sérieux. C'est le milieu de la prostitution, le milieu des macros, le milieu comme ça un peu interlope. Et Pasolini avait écrit, mais je ne sais pas si je vais me souvenir du nom, déjà, il n'avait pas fait de cinéma encore, mais il avait écrit, ou il avait collaboré peut-être avec des cinéastes, les ragazzi di malavita, je crois, les garçons de mauvaise vie, je crois. Donc il était connu, il avait déjà une réputation un peu sulfureuse. Et Fellini lui a demandé s'il pouvait l'aider. Donc j'ai vu arriver ce monsieur, ce jeune homme, et j'ai assisté à leur conversation parce que moi,
souvent, les conversations avec Fellini se faisaient en voiture. C'est-à-dire, quand Fellini avait quelque chose à dire à quelqu'un, on faisait des balades en voiture. Donc, très souvent, je me suis trouvé ou seul avec Fellini, faisant des balades dans la campagne romaine, à parler comme ça, à perte de vue de la vie, de tout. Et ça s'est passé de la même façon avec Pasolini. Donc, on a eu des conversations. Moi, j'étais derrière, je ne disais rien. Et ils discutaient justement de savoir quel type de dialogue il fallait mettre dans la bouche de ces prostituées, mais surtout des garçons, parce que Pasolini fréquentait des garçons, des homosexuels et des macros, des souteneurs, des proxénètes. Proxénètes un peu bisexuels, un peu ambivalents, mais ça, on ne le sent pas dans le Cabiria. Donc voilà, je crois que ça a très bien marché. Fellini, c'était un apport important et je crois qu'ils sont restés en très bons termes d'ailleurs. Et puis après Fellini, Pasolini a fait sa carrière magnifique d'ailleurs, merveilleuse, dans son registre particulier.